Je rentre comme chargé d'études de cabinet et on m'envoie au cabinet du secrétaire général du ministère de l'économie à l'époque, le défunt Eyamba Tima. Et je racontais déjà cette anecdote hier parce que quand vous arrivez dans l'administration, ça se passe encore aujourd'hui. Avant-hier, j'étais avec l'administration, mais cette fois, c'est moi qui administrais en quelque sorte. J'ai raconté cette histoire parce que quand j'arrive dans l'administration, je venais du Canada, donc le processus ou les mécanismes administratifs, je ne les maîtrise pas. Pas comme ceux qui sortent de l'ENA où quand ils arrivent, ils sont prêts à foncer. Il me fallait donc apprendre. Apprendre à écrire, apprendre à respecter les circuits. Et je trouve là des aînés qui étaient bien faits. Mais ça ne court pas leur queue, malheureusement. Des aînés qui étaient bien avancés et qui étaient d'un niveau assez enviable quand même, qui m'ont d'abord observé. Et puis j'arrive le matin, je trouve rien à faire. Je vais passer les journées au cabinet du chef, je repars et puis je vais vers eux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On ne m'envoie pas les dossiers et tout ça là. Ils me disent, écoute mon petit, ici là chacun crée son travail. Comment je vais créer mon travail dans l'administration? Mais c'était le cas parce que si le chef ne t'a pas encore remarqué, tu peux passer toute ta vie. Mais il faut trouver le moyen de te faire remarquer. Et donc, deux anecdotes que je pourrais partager, c'est que j'arrive au secrétariat, je constate que les secrétaires, bon, à l'époque, quand tu maîtrisais le traitement de texte et les tableurs, mais tu étais devenu l'informaticien. Et j'arrive, je constate que les secrétaires, quand elles se plantent, elles cherchent de l'aide à l'extérieur. Mais je suis déjà très à l'aise avec ces outils. Et donc, je dépendais de temps en temps. Celle qui oublie la disquette dans le disque dur, cherche le technicien. Non, t'inquiète pas, je veux régler ça, j'arrive, je pousse. Et puis, j'ai fait ma réputation, j'étais devenu l'informaticien du cabinet. À telle enseigne que lorsqu'on organise le, le schéma directeur informatique du Gabon, parce que le Gabon était en 2005 lancé dans la stratégie de mobilisation des ressources de l'État. Et il y avait ce module, schéma directeur informatique. Et j'étais envoyé à la DGI comme le représentant du secrétaire général en tant qu'informaticien. Mais bon, tout le monde avait compris, du moins les informaticiens, qui étaient très sympas, savaient que je savais apprendre, j'étais un consommateur de l'outil informatique sans être informaticien. Donc voilà. Et ces aînés, parlant d'eux, il y a un d'eux, Dieu est son âme, Hubert Emanessi, qui, comme je le consultais tout le temps, chaque fois que j'avais un courrier, je me dis, bah, écoute petit, ne me fatigue plus. Il m'a donné sa clé USB, dans laquelle il avait pratiquement toutes ses correspondances de plusieurs années, y compris son expérience avec le secrétaire général actuel, qui était très rigoureux sur la syntaxe, et il pouvait te renvoyer le parapheur même durant une semaine. À un moment, tu te fatigues, tu te décourages, tu dis, bon, celui-là, vraiment. Mais tu as besoin qu'il signe ton papier. Et tu as besoin donc de te mettre. Alors, il m'a donné sa clé. Et je le remercie encore. Donc, j'ai pu me parfaire. J'ai pu apprendre à partir d'une clé USB qu'un aîné va me donner. Et pour venir sur l'expérience du dossier que finalement on va hériter, c'est que là aussi, c'est une invite pour dire que nous osons espérer que nous ne commettrons plus ce genre d'erreur. Nous, dirigeants actuels, nous, jeunes dirigeants, parce que pendant plusieurs années, chaque fois, nous avons commis des erreurs qu'on aurait pu éviter au pays. Et pour la petite histoire, mais humblement, euh, le Gabon avait signé avec la coopération canadienne. Euh, C'était en 84, donc j'étais en sixième. Et au lycée de Franzine,
et l'USTM était en train d'ouvrir. Et donc le président Bongo avait décidé de créer l'USTM sous le modèle canadien. Pour ce faire, on a noué des accords de coopération avec le Canada par le truchement de l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI. Ça n'a duré que 3 ans. Parce que nous, on avait foutu n'importe quoi. Et les Canadiens, dans leur rigueur, s'étaient retirés de la coopération parce que 3 ans plus tard, ils avaient constaté que les orientations n'étaient plus les mêmes. Quand l'ACDI se retire, le programme était tellement important. Alors en quoi est-ce qu'il consistait? Le programme consistait à faire venir à l'USTM d'abord et puis progressivement dans les autres universités des professeurs de rang magistral du Canada qui viendraient enseigner, mais en même temps former des enseignants qui, au bout de 7 ans, 10 ans, prendraient le relais pour qu'on ait une université à la hauteur de nos ambitions. Sauf que là, malheureusement, nous allons faire vraiment tout un désordre parce que quand l'ACDI se retire, le Gabon maintient quand même le programme, mais signe cette fois, alors là, on n'a pas respecté le parallélisme de forme, signe avec une université. Donc nous partons d'une coopération de gouvernement à gouvernement, et puis finalement le gouvernement va signer, c'est une anomalie, avec une université, c'était Polytechnique de Montréal. Et puis on rentre là-dedans dans nos grooves de Gabonais. Le programme est tout simplement foutu en l'air et nous allons rester comme ça 20 ans. L'ACDI s'étant retiré, le Gabon ayant constaté que l'expérience, il y avait un gros intérêt, le budget continuait et c'était un budget de 1,50 milliard chaque année, avec une chute après, bon, ça va baisser. On va rester là 20 ans. Et au bout de 20 ans, l'accord, quand j'arrive au ministère, l'accord avait expiré. Euh, il fallait le renouveler. Mais c'était chaque année comme ça, c'était un accord de 4 ans. Et 4 années, il le renouvelait de façon tacite, sans que personne ne regarde. Et puis, là, le débat était revenu, il fallait renouveler l'accord. Et le nouveau secrétaire général, j'ai eu beaucoup de chance au moment où j'arrive, euh, je me pointe à son bureau, comme chaque matin, je viens prendre mes instructions. Et quand j'arrive, et là on était en après-midi, il me tend le courrier de relance du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce qu'entre-temps, le projet est passé de Polytechnique au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Je ne sais pas s'il y a des anciens du Canada ici, mais le cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était d'abord un collège qui ensuite a développé des activités de coopération pour gérer les boursiers gabonais. Gérer les boursiers gabonais. Et, chemin faisant, gérer aussi des programmes de ce genre. Bon, je passe la catastrophe. Et puis, mettant la lettre de relance, il dit, bon, mais toi qui as étudié au Canada, regarde un peu cette correspondance. Quand je regarde, il s'agit de la relance pour renouveler la convention. Je vois le grand qui s'en occupait, mais si on me donne le papier, c'est parce que le collaborateur du secrétaire général qui avait en charge le dossier était déjà sur un autre dossier, une autre coopération avec les assurances. Donc il y avait comme un vide. À un moment, il faisait le 2, mais ça, je ne vais pas. Et c'est comme ça qu'on me demande de regarder, puisque je suis un ancien du Canada. Et quand je regarde la signature, c'est le cégep, j'ai dit, ah, je vous rattrape. Et quand je dis je vous rattrape, c'est parce que, mais vraiment, on s'est fait rouler comme étudiants, puisqu'ils nous géraient. Nous avons fait des greffes, bon, bref, on passe là-dessus. Et quand je rentre dans le dossier, je constate la catastrophe. Et donc, je fais ma première fiche que je donne au secrétaire général qui s'y intéresse. Et je lui fais constater que nous sommes très loin des résultats, sommairement, et que quelque part, on s'est floué aussi. Mais
de cet accord, quand vous parliez aux bénéficiaires, donc aux gens de l'USTM, tout le monde était dans le décor parce que on tremblait quand on parlait de la coopération avec le Canada. Tout le monde était persuadé que l'argent qui servait aux Canadiens, c'était l'argent qui venait du Canada, alors que c'était l'argent gabonais, imputé sur notre budget, mais personne ne le voyait ainsi. Ben, on a fait une fiche, et puis finalement, je suis peut-être trop long aussi hein, là-dessus, mais je vais finir. Alors, on m'amène à mission, mais ça c'est quand même drôle, j'ai envie de raconter ça. On m'amène à mission, les grands préparent leur mission, parce que chaque année, il y avait une mission de contrôle qui allait au Canada. Et ils avaient préparé la mission, tout, sans m'y inclure. Et puis j'arrive, le secrétaire général me demande, mais est-ce que tu es prêt pour la mission? Je dis non, je suis pas... Comment ça? Alors ils avaient déjà bouclé leur mission. Elle a dit non, il faut que tu sois de cette mission. On a essayé de rattraper, et puis j'étais en économie, en classe éco, eux ils étaient en business. Et les représentants du cégep ici me proposent d'aller en business parce que j'ai dit non, 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 c'était pas grave, c'était fait. Et je vous raconte la blague parce que quand je voyage à l'aéroport, je constate que les grands avaient des valises vides. Comment on voyage? En général, on amène des colis, mais ils voyagent avec des valises vides. J'étais bête, quoi. Je comprenais pas. Et ça m'a habité. On est arrivé, on a fait l'escale de Paris, on a pris les visas, on arrive à Montréal. Et je vous le raconte parce que c'est des erreurs qu'il ne faut pas refaire. On arrive à Montréal, on vient nous accueillir dans une belle voiture, on est logé au Sheraton. Alors vous imaginez un jeune fonctionnaire qui arrive logé au Sheraton, belle chambre. Oh, je comprends pourquoi. Et c'était comme ça chaque année. Et puis je rentre dans la chambre, je regarde au chevet du lit une enveloppe. J'ouvre, dollar canadien. C'est quoi cette histoire? Je laisse l'enveloppe, on descend pour le dîner, et je suis pensif. Ils rigolent. Oh. J'ai dit, grand, j'ai un problème. Il dit, quoi? J'ai dit, vu une enveloppe. Il dit, mais c'est pour toi. J'ai dit, comment ça, c'est pour moi? Il dit, oh non, tu n'as rien compris, mais tu vas apprendre. Et ça fait tilt. Je comprends les valises vides parce que c'était l'occasion de faire les emplettes. Et ce que je vous dis, ce sont des faits vécus. La conséquence de tout ça, c'est que quand on est accueilli dans ces conditions, mais bien évidemment, on ne peut plus travailler. Et quand on arrive pour le contrôle, on nous sort les documents comptables. Alors, je regarde. Il regarde le livre comptable pour s'assurer que l'inscription du livre comptable a une correspondance, donc les, les documents de règlement, les factures et autres. C'était ça l'exercice. Première journée, je n'étais pas satisfait. On arrive, on débrief avec le chef, les grands parlent, bon, on est parti, ça s'est bien passé, on a regardé. Et je demande la parole. Je dis, je mets des réserves sur le contrôle qu'on a fait. Comment ça? J'étais encore tout frais. Donc, j'avais pas conscience de tout ce que je voyais. Pour moi, il fallait travailler tout simplement. Le secrétaire général m'autorise à développer. Je dis, je ne pense pas que la méthode de contrôle est la bonne. Ils me disent, comment? Je dis, mais c'est facile. Vous allez contrôler quelqu'un, vous regardez son livre comptable et vous voulez vérifier si les factures correspondant à l'écriture existent. Ils savent que vous arrivez, mais s'ils sont organisés, tout est nickel, c'est évident. Je propose autre chose. Il me dit quoi? Je dis, bon, on va quand même ajouter un élément supplémentaire. Nous sommes venus vérifier si ce que nous attendons d'eux
est effectif ou réalisé. Alors tenez-vous bien, chaque année, ils ramassaient les vieux ordinateurs. Ce que les autres frères ouest-africains collectent, mettent dans des conteneurs pour envoyer chez eux, parce que c'est des jetés, c'est des rebuts, mais qui fonctionnent, nous, on nous envoyait ça comme étant des dons du Canada. Et les gens étaient contents de ça. Et je vois tout ça là dans des traces. Je leur dis, bon, mais quelle est la convention qui nous lie avec le Canada? Ils déposent la convention. J'ai dit, partons de là. Qu'est-ce que le Gabon attend de cette coopération et qu'est-ce que nous attendions depuis 20 ans qui justifierait le renouvellement de la convention? C'est la question que nous devons nous poser parce qu'il est question d'examiner et de donner les raisons du renouvellement de la convention. Et là, ça commence à chauffer un tout petit peu. Monsieur Ducharme, le responsable, commence à s'énerver. Il dit non, vous n'êtes pas venu ici comme ça. J'ai dit, mais... Et quand je fais la proposition, le secrétaire général valide, les autres grands aussi valident, ils sont obligés. Donc on repart. Et ce qu'on va découvrir sur cette méthode, c'était tout simplement la catastrophe. Donc en fait, c'était devenu un moment de groove. Chaque année, 1 à 2 fois, il y avait des délégations qui s'organisaient. Et ça, ils ont écrit. Et puis j'avais fait une observation en disant, mais monsieur Ducharme, quand les gens viennent avec famille, passer des vacances à vos frais, vous le notez, et il va sortir quelque chose que je ne vais jamais oublier. Il me dit, écoutez, c'est une affaire gabonaise, c'est de l'argent gabonais, ce sont des Gabonais qui viennent de penser, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et là, je n'avais pas digéré parce que je lui avais tout simplement répondu que vous ne pouvez pas vous permettre ce que vous faites avec l'argent canadien. Bien évidemment, on va partir de là parce que quand on sortira de là, on va tout bousiller. Et je vais avoir carte blanche pour proposer une nouvelle démarche. Ça va me permettre de partir du projet à programme, le PAIDRH, que finalement je vais proposer au ministère. À l'époque, le ministre, c'était le ministre Tongui, qui accueille bien l'idée, on met en place le programme. Alors, ce qu'on n'a pas pu réaliser en 20 ans, on va le réaliser en 2 ans. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on va quand même réussir à envoyer 10 enseignants pour qu'ils parachèvent leur doctorat et des enseignants qui allaient renforcer l'USTM. En 2 ans, on va faire beaucoup de choses, on va changer l'approche, recruter en Afrique. Et ce qui est plus beau dans le programme, c'est que nous avons constaté, et c'est aussi à partager si vous le permettez, qu'il y a beaucoup de Gabonais à l'extérieur qui ont du talent et qui ne demandent qu'à servir au pays. Et cette expérience m'a amené à le découvrir parce que ils avaient besoin des enseignants et je constate que il y avait des compatriotes qui venaient donner des cours et partaient. Et je leur pose la question de savoir, mais pourquoi vous ne restez pas une bonne fois à l'USTM? Vous êtes des anciens de l'USTM, vous revenez, il dit, on ne demande que ça. Sauf que quand on arrive, on va se taper 2 ans à attendre que notre dossier n'aboutisse à la fonction publique. Pour moi, c'était du pain béni parce qu'à l'époque, le ministère du budget était aussi en même temps le ministère de la fonction publique. Et nous avions adopté une stratégie pour faire des économies. Au lieu de les loger dans des hôtels, on prenait des appartements meublés et tout ça là pris en charge. Ils ne demandaient pas plus. Et ainsi, nous avons réussi à faire revenir au Gabon des compatriotes qui venaient de Marseille, d'Allemagne, qui, sans se faire prier, dès lors où on leur a euh, réservé le salaire, donc on avait fait en sorte que pendant 2 ans, nous les prenions en charge. Et puis, mais pour finir, ça m'a tellement appris que c'est de là qu'est partie aussi ma passion pour l'apiculture. Voilà. On va y revenir. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tiré vraiment, il mérite des applaudissements quand même. Parce que ce qu'il y a à retenir, c'est un jeune qui arrive dans l'administration et qui ne se laisse pas compter, qui trouve les opportunités, qui arrive à se rendre indispensable et qui, par la force des choses, finit par se voir confier une responsabilité, mais l'assume avec patriotisme. Il aurait pu être dans le groove, il aurait pu accepter les contrôles tels qu'ils étaient prescrits,
mais il a essayé d'aller au-delà dans l'intérêt du Gabon. Je pense que beaucoup d'entre nous dans cette salle se sont retrouvés à un moment ou à un autre dans ces situations-là. Et c'est un réconfort de savoir que des aînés qui nous ont devancés ont eu cette posture. Et donc, nous nous adressons, parce que c'est aussi ça l'objectif de la masterclass, parcours d'excellence, nous nous adressons aussi aux jeunes qui débutent pour leur dire, ayez de l'audace. Rien ne vous sera donné. À vous de vous mobiliser, à vous de vous battre, à vous d'être créatif, à vous d'innover. Petite indiscrétion, on en parlait avec le directeur général de l'Office national du développement du sport, le colonel Loïc Goïkounda, tout à l'heure, sur certains se plaignant des fois de ne pas avoir de travail. Mais comme quoi, il faut pouvoir faire preuve d'imagination pour, dans un environnement qui n'est pas toujours évident, savoir trouver les opportunités. Au-delà de ça, le SGG l'a évoqué, le rôle des anciens, le rôle des aînés qui l'ont accompagné, qui lui ont permis d'avoir un certain nombre d'opportunités. C'est certainement par rapport à la posture et à l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de ces aînés-là. Et ça, c'est important de le retenir aussi quand on est dans l'administration publique ou privée, quand on débute, quand on est jeune. On a une posture à adopter qui fait que ce sont les anciens qui vous prennent, qui vous couvrent, qui vous montrent le travail. On a parlé de la clé USB qui a certainement changé la trajectoire de la carrière de M. Abdou Razagui Kambogo, mais il n'aurait pas reçu cette clé USB s'il était venu auréolé de son diplôme canadien et avait voulu faire la leçon à tous les anciens de l'administration. Il serait passé certainement à côté d'un certain nombre de choses. Donc, cela doit nous interpeller parce que je sais que nous avons souvent tendance à arriver à vouloir tout remettre à plat, à vouloir tout critiquer, à vouloir considérer que ce qui a été fait par les anciens n'est pas bien et à vouloir réinventer la roue. Et souvent, on se confronte à des difficultés et on est mis de côté du fait de ces attitudes-là. Donc, merci beaucoup pour ces précieux éléments portés à notre attention. On va aller très rapidement parce qu'on est aussi là pour parler de votre passion que vous allez transformer. Non, non, du tout. On reste concentré naturellement. Mais on va finir très rapidement parce que après plusieurs expériences dans la haute administration, il y a quand même un élément de votre parcours qui est étonnant puisque nous savons que vous avez été au ministère du Budget et vous vous retrouvez ambassadeur. Vous vous retrouvez en diplomatie. Et en diplomatie, moi, ce qui m'intéresse derrière tout ça, c'est un seul élément, si vous pouvez y revenir très rapidement, parce qu'on sait que vous êtes celui qui a rendu possible l'accord entre le Gabon et le Royaume du Maroc, notamment sur les visas. Les visas, c'est une histoire. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a une décision gouvernementale au plus haut niveau entre le chef de l'État gabonais et le royaume et Sa Majesté le roi. Donc on se dit, bon, une fois que les chefs ont décidé, c'est bon. Et derrière, dans la mise en œuvre, il faut encore se battre. Et je souhaite que vous en parliez parce qu'on a rencontré plusieurs situations similaires dans notre apprentissage de l'administration où on pense que dès que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a signé, c'est terminé, normalement ça doit se faire et des fois on ne comprend pas que la décision d'un chef ne soit pas immédiatement suivie des faits et qu'il y a un processus derrière qui conduit. Donc, oui, du programme, puis on se retrouve ambassadeur, Dieu voulant. Il faut dire que pendant ce temps, je deviens quand même directeur général du CENO avant d'être appelé en diplomatie. Mais là aussi, j'ai envie de partager la petite anecdote parce que je deviens directeur général du CENO. Une belle surprise, j'étais tout jeune, et puis on cherchait un directeur général pour le CENO à l'époque qui avait des problèmes. Et là aussi, l'abnégation et la rigueur au travail, je pense que ça a été pour beaucoup. Parce que le monsieur qui va venir me chercher, malheureusement, il n'y est plus,
mais la petite histoire peut être racontée par d'autres personnes. C'est le défunt professeur Mbati qui va venir me chercher. Mais en fait, il me remarque quand il est recteur à l'USTM. Et comme lors du PAIDRH, l'exploit qu'on a réalisé au PAIDRH les avait tellement marqués parce qu'il s'est révélé à l'occasion mais beaucoup de choses qu'ils vont découvrir, la supercherie et tout cela. Alors ça les avait marqués et le jour où on lui demande de rechercher un directeur général pour le CNO en sa qualité de secrétaire général devenu à l'époque, il va me rechercher et il va s'adresser aux aînés qui me connaissaient si je n'étais pas intéressé. Et l'un d'eux, je peux le citer pour que ceux qui veulent vérifier le vérifient. Jean Nativité Ongala, c'est lui qui va venir me chercher pour me demander mon CV. Je dis, mais mon CV, pourquoi faire? Il dit, non, donne à quelqu'un qui me l'a demandé, je ne sais pas pourquoi. Je vais donner mon CV et puis ils vont faire... Et on me rappelle pour me dire, il faut que tu rencontres le professeur, il était à l'ADR à l'époque, il est décédé. Et là, il était ministre de l'enseignement supérieur. Non, non, non. Euh, il était à l'ADR, le secrétaire général. Bon, ça va revenir. J'ai dit, mais je vais le rencontrer, pourquoi? Et là, je commence à changer d'avis. J'appelle le grand. J'ai dit, non, 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 le dossier que tu as amené, je n'en veux plus. Il faut retirer. Il dit, comment ça? Il dit, non, 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 non. Je sais pas. C'était pourquoi? Il dit, non, c'était pour le poste de directeur général du Sénat. J'ai dit, jamais, je t'ai jamais. Il dit que je voulais d'une fonction. J'ai dit, il faut retirer. Il dit, c'est trop tard. Bon, finalement, par respect, je vais aller rencontrer le professeur qui va commencer par me donner des conseils et tout ça. Et puis qui va me rassurer par ailleurs, parce que le grand lui avait dit que je n'étais plus intéressé. Et puis qui va me dire, écoutez, je suis désolé, nous avons déposé 4 CV sur le bureau du président et c'est votre CV qui a été retenu. Maintenant, il faut attendre le conseil des ministres. Bon, d'accord. Et la question que je lui pose, quelles vont être mes missions? Et ça va faire la différence. Parce que il s'attendait à ce que je lui pose, et ça il va me le révéler plus tard, il s'attendait à ce que je lui dise qu'est-ce qu'il y a comme avantage quand on est directeur général du CNO, parce que c'était sur le fond de scandale que le prédécesseur avait été relevé de ses fonctions. Donc il pensait que j'étais au fait de tout ça. Bref, je vais l'amener sur un autre terrain. Je vais plutôt demander, au lieu des avantages, je vais lui demander une feuille de route. Et ça l'a tellement marqué que jusqu'à son décès, il en parlait. Et puis donc j'exerce ces fonctions de directeur général. Et puis pendant un moment, j'avais gardé le programme, le PAIDRH, pendant que j'étais directeur général du CNO. Mais la première proposition pour devenir ambassadeur, on me l'a fait en 2010. Et en 2010, quand on me fait la proposition de devenir ambassadeur, euh, je venais d'être, de perdre le poste de directeur général du CNO pour une anecdote un peu cocasse, mais bon, j'en ris. Euh, et peut-être que vous comprendrez. Euh, Quand je sors de là, je ne suis pas content. Et pourquoi je n'étais pas content? Parce que euh, on va me relever des fonctions de directeur général de CNO parce que j'aurais refusé de faire réparer le Prado d'un conseiller du ministre avec les frais du CNO. Mais je le fais en me disant que je travaille bien. Et c'était tout à fait normal. Donc, deux situations vont faire en sorte qu'on me vire du CNO. La première, c'était ça. Donc, le conseiller arrive avec une facture de 13 millions. Et je raconte parce que c'est vraiment une leçon de vie et je pense que ce serait bien de l'intégrer. Il m'amène une facture de 13 millions
Et il me dit, c'est un véhicule du cabinet, il faut... Et j'ai dit, mais grand, j'ouvre le budget. J'ai dit, mais l'argent qui est là, c'est pour nourrir les étudiants. Si on enlève 13 millions, vous-même, vous savez combien de fois il y a des grèves chaque année. On fait comment? Il me regarde, il me dit, bon, ben écoute, je t'ai dit ça comme ça, mais si tu as des possibilités, essaie d'y réfléchir. J'ai dit, ok, mais laisse-moi la facture. Il dit, non, 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 je ne peux pas te laisser la facture. Parce qu'il avait compris que celui-là... Et puis, je découvre que il y avait un système, et vraiment j'espère qu'on ne tombera plus dans ce genre d'erreur, c'est que un jour, je vais taire le nom par discrétion, je reçois une facture destinée au resto universitaire. Et sur cette facture, il y a des boîtes de conserve. Je regarde le prix de la boîte de conserve, elle était à près de 45 000. Les boîtes qui servent dans les restaurants et tout ça. Là, je dis, c'est pas possible. Quel que soit le prix, et j'appelle un des anciens, le directeur de la vie étudiante, M. Alogo, qui finalement m'appelait petit vieux, parce qu'il ne comprenait pas qu'un jeune avait des idées, il m'appelait petit vieux quand on était en privé. Je l'appelle, je dis, tu prends cet argent, tu vas dans le même magasin du monsieur, tu achètes la même conserve au rayon. Je vois quelle est la différence du prix. Il est parti, il a acheté, et je lui ai fait constater la réalité. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et on totalisait déjà une dette pour ce monsieur à près de 30 millions. Et il venait réclamer sa dette. Et j'appelle le monsieur qui arrive, je lui sors la facture qu'il m'a envoyée, et je lui sors le reçu de la boîte de conserve. Il me regarde, il s'excuse, il me dit, ah DG, mais vous savez, on a toujours travaillé comme ça. Si vous ne voulez plus qu'on travaille comme ça, vous me dites tout simplement. Et puis bon, et je lui dis, vous prenez la facture, allez refaire la facture, vous m'envoyez la bonne facture. J'ai pas de problème avec vous, je vais continuer à travailler, mais essayons de bien travailler. Sauf que ce que je venais de faire là, j'avais mis les pieds dans les plats de quelqu'un. Ce qu'on va découvrir, c'est que malheureusement, chaque mois, à cette époque, chacun avait son chariot dans le magasin du monsieur. Chaque mois. Donc, vous êtes enregistré, vous partez, vous faites vos emplettes, vous arrivez à la caisse, c'est enregistré, c'est rempli, et c'est le CENU qui payait. Il a fini par m'expliquer pourquoi il surfacturait. Et ah non, il y a une troisième raison. Donc, j'étais déjà, franchement, j'avais plus ma place. Et ce qui va finalement sonner le glas de ma présence au CENU, c'est le bâtiment G de l'UOB. Parce que quand j'arrive au CENU, ce bâtiment venait de faire plusieurs années inachevé. Et je trouve une inscription budgétaire, le président Bongo décède, et pour contenir les étudiants, parce que j'ai changé avec eux, il y a l'un d'eux qui a maintenu le contact avec moi, il est au ministère de l'Éducation nationale, là. Et le ministre de l'époque m'interroge sur le bâtiment G. Et je lui dis que j'ai confié les travaux du bâtiment G à une entreprise gabonaise parce qu'il fallait contenir les étudiants. Il est rentré dans des colères bleues parce que le même bâtiment, il avait donné à M. Katibi, le Libanais. Je prends des raccourcis pour dire que le ministre il devait me recevoir à 17h. Quand j'arrive à 17h, il me laisse dans sa salle d'attente, mais bien refroidie, avec une climatisation battante. Et je suis resté jusqu'à 19h. Mais comme je pensais à autre chose, je crois que je n'ai pas trop souffert. Je sors de là, il me reçoit à 19h, tout en colère. Pourquoi vous avez fait ça et tout ça là. J'ai écouté.
Et puis, j'ai donné mes raisons. Il m'a dit oui, ok, bon, d'accord, parti. Je suis parti. Et 2 jours après, il y a un collaborateur, le directeur du coup USTM, qui m'appelle alarmé. Il me dit, mais DG, qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît qu'il y a eu des problèmes. Je dis, quel problème? Le ministre a demandé votre tête. Ah bon? J'éclate de rire. Il dit, mais DG, c'est sérieux, vous éclatez de rire? Je dis, mais mon frère, tu veux que je fasse quoi? Le ministre a demandé ma tête. Bon. Et effectivement, il y a un autre grand qui m'appelle pour me dire la même chose. Et le Premier ministre à l'époque, c'était le Premier ministre Biogemba, qui était marqué aussi et qui va rejeter sa demande. La première dit non, c'est jeune, euh, nous recevons des, des bons rapports venant de lui, le président vient de décider, c'est inopportun de prendre une décision comme ça. Donc on me laisse un sursis de quelques mois. Et puis un jour, conseil des ministres, on est devant la télé, le communiqué passe, une seule mesure individuelle, c'était mon limogeage de Senou. Mais comme j'avais gardé mon programme PAIDRH, j'ai continué à exercer. Et puis quand on me propose d'aller en ambassade, je refuse. Je dis je ne peux plus quitter mon ministère en 2010. Et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne. 2013, on me fait à nouveau la proposition, mais cette fois, on me dit le président a décidé que vous allez en diplomatie. Ben, il faut aller servir, je suis parti. Donc je deviens diplomate. Et on est en 2013, c'était sans transition, parce que le Gabon venait de passer près de 3 ans sans chef de mission diplomatique. Et il fallait aller dardard. Ben, je suis parti. Et j'ai beaucoup appris aussi de la diplomatie. Et je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Tu voulais que je chute sur la diplomatie? Oui, mais sur l'accord, comment tu Ah arrives oui, à mettre d'accord. en Oh, œuvre? bon, d'accord. Ok. Oui, on va. Alors, quand je pars d'ici, on annonce le, la commission mixte Maroc-Gabon. Ça devait être la 6e. Je viens d'arriver, j'ai présenté mes lettres de créance. Et puis, il y a un gros dossier. Bon, je vous passe les autres gros dossiers qui m'ont trouvé. Et nous devons, entre autres, négocier pour la suppression de visa. Je fais le voyage de Libreville, donc de Rabat-Libreville, j'arrive. En échange, j'écoute, mais ce que j'écoute ne me rend pas fier. Parce qu'on discute de libéraliser la circulation, mais on avait comme des stéréotypes. Pour nous, si on supprime les visas, ben on va ouvrir la voie aux Marocains qui vont venir nous envahir et tout ça là. C'est pas juste. Moi, j'ai été au Maroc, je considère un peu l'évolution. J'ai dit, ben, entre nous, respectons-nous. Bon, on obtient l'accord, on obtient les instructions du chef, on arrive au Maroc. Mais avant de partir, j'ai négocié quand même pour des échanges parce que dans la mission qui m'avait été confiée, l'un des axes sur lequel je devais mettre un accent, c'était la coopération économique. La diplomatie économique devait être l'un des principaux créneaux pour amplifier les échanges entre le Gabon et le Maroc, mais aussi parce que le Maroc était en train de s'ouvrir à partir de Tangimed et ça pouvait faciliter les entrées et les sorties de marchandises. Et j'arrive, je négocie avec plusieurs opérateurs et il y a l'un des opérateurs qui me fait observer une chose, c'est notre grand distributeur, hein, c'est Kagadis, qui me dit oui, vous avez raison parce que nous approvisionnons à Rungis. Or, nous constatons que beaucoup de produits de Rungis viennent du Maroc. Nous gagnerons en important directement du Maroc et tout cela. Mais il se pose un problème pour le problème de visa. Alors je lui dis, je peux le citer si vous le permettez, Monsieur Bouma. J'ai dit, Monsieur Bouma, j'en fais mon affaire. Il dit, comment ça? J'ai dit, j'en fais mon affaire. Il dit, si vous réussissez, parce qu'il y a longtemps que cette affaire dure, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je fais le point et je vais
On rentre en négociation, donc les assises s'ouvrent. Pour nous, c'est acquis. Et quand et le président Ali, euh, passant par là, fait escale, il devait aller, je crois, en Australie pour revenir. Mais pendant le séjour, je lui rends compte, je lui dis, les travaux se sont ouverts, ils sont en travaux. Et puis je reçois un appel du directeur Afrique marocain qui me dit, Excellence, nous avons un problème. Je dis, comment ça? Il dit, non, les travaux se sont bien déroulés, mais sur l'un des points importants, à savoir la suppression des visas, la partie gabonaise recule. Il recule pourquoi? Il dit, ah là, ils veulent pour rien entendre et tout ça là. J'ai dit, ok, laissez-moi un instant. Je raccroche et puis je sollicite l'attention du président qui me l'accorde et je lui rends compte. Alors il me dit, écoutez, monsieur l'ambassadeur, ma décision est prise. Suppression des visas entre le Gabon et le Maroc, nous aurons tout à gagner. Ça va être l'une des mesures fortes de vos assises. Ok, monsieur le président. Monsieur. Et à l'époque, le conseiller diplomatique, c'était monsieur Thiel, qui était du voyage. Je dis, comment est-ce que je vais faire avec l'histoire? Et il me dit, le ministre des Affaires étrangères va arriver. Et à l'époque, c'était le défunt monsieur ministre d'État Issa Ngondé. La première chose que vous lui direz quand il va venir pour les travaux, c'est ça. Je rencontre au conseiller. Il a dit ça. Il dit, bon, pose la question en ma présence. Moi aussi, je vais écouter. Au moment de me séparer du président, je demande à confirmer des instructions. Le président me dit, comme je vous l'ai dit, dès qu'il descend de l'avion, vous lui direz que l'accord de suppression de visa en le Maroc, vous avez bien compris. Vos très hautes instructions m'obligeraient, monsieur le président. C'est la formule consacrée. Mais je sors de là, je ne dors pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais l'accueillir. Quand il arrive, je l'accompagne à l'hôtel. Dans la voiture, c'est ce que je lui dis. Fidèle, comme on m'a dit. Première chose, salutations, voilà l'instruction. Il me dit, d'accord, j'ai compris. Et c'est ainsi que finalement, on raisonne nos compatriotes qui étaient à la négociation pour faire constater tout simplement que nous avons besoin du Maroc, que nous avons des évacuations sur le Maroc, tout le monde va faire ses emplettes au Maroc. Rien de plus aisé que de faciliter aux autres cette... Et puis finalement, c'était un succès, suppression de visa. Et le lendemain, c'est publié dans l'Union et je reçois un appel de M. Bouma. Le premier qui m'appelle. Il dit félicitations, Excellence. Je dis quoi? Il dit non, je viens de prendre l'Union et on annonce la suppression du visa entre le Maroc et le Gabon, comme vous me l'avez dit. Et je tiens à vous féliciter parce que quand un compatriote a accompli un exploit, il faut savoir le féliciter. Ben, j'étais content, voilà. Et puis, c'était un élément très, très, très important pour... C'était un défi parce que je venais d'arriver quand même comme ambassadeur et je tombe sur tout ça. Parfois, il fallait le faire. Merci. Merci beaucoup, merci. En tout cas, ce que l'on retient, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une décision qui est prise. Après, il faut beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de détermination pour la mettre en œuvre. Beaucoup dans la salle sont proches, travaillent avec un président de la République, avec le président de la République. Et il faut avoir beaucoup de capacité, beaucoup de détermination pour mettre en œuvre les instructions. Donc, on va passer après ambassadeur, il y a le retour en fanfare en tant que ministre. Quoique, là aussi, on vous a viré Manu Militari. Bon, vous êtes coutumier des faits, en tout cas. Ensuite, on va à la Ganor. La Ganor retrouvant une nouvelle vitalité. Ensuite, on est gouverneur. Là aussi, une autre particularité, parce que si vous avez été le seul d'une décision du Conseil des ministres, là encore, vous avez été quand même dans l'actualité pour avoir été nommé
au gouverneur dans le Haut-Ogooué et le conseil des ministres qui suit, je crois. Quelques jours après, ce n'est plus le Haut-Ogooué, c'est le Moyen-Ogooué. Donc là encore une particularité, mais bon, on va passer sur tout cela, peut-être en revenant comme ça très rapidement, vous pourrez l'évoquer, quelques anecdotes, mais ce qui est important, c'est qu'on entre de plein pied dans la partie de votre passion. Et je crois savoir que c'est durant des moments assez compliqués de votre parcours professionnel que vous vous êtes enfin décidé à mettre en œuvre cette passion que vous aviez déjà plus ou moins. Peut-être revenir un peu sur le processus vous ayant conduit à vous décider enfin, quoique on a appris, et moi je l'ignorais, qu'il y avait déjà eu quelques expériences en tant qu'étudiant, donc il y a quand même une prise de risque qui était déjà là, un goût du risque, une envie d'investir et d'entreprendre, comme beaucoup ici dans la salle. Je vois mon aîné Cyril et d'autres qui sont des entrepreneurs. Mike, un entrepreneur qui a souvent échoué, qui a quelque peu réussi. Bon, il y en a pas mal ici et il y a eu un processus, je sais, pour connaître bien Mike, que c'est la crise et la fermeture des boîtes de nuit de Dakar qui l'ont contraint à se lancer dans le poulet de chair, dans le transport, etc., avec la livraison. Donc il y a toujours un événement catalyseur un peu qui motive derrière le processus d'investir, qui conduit à l'investissement, à l'entrepreneuriat. Peut-être revenir rapidement sur ces quelques éléments.